réclamé qu'il revienne encore sur le plateau de la chaîne du développement. C'est bien entendu M. Papi Tamba, qui est un cadre de la majorité présidentielle, membre du PPRD, cadre du PPRD aussi, passez-moi les mots. C'est lui qui avait, n'est-ce pas, été notre invité ces 2 dernières semaines. Il a parlé de la révision constitutionnelle, son importance. Vous avez réagi. Nous nous sommes fait ce devoir-là, justement, pour vous respecter, parce que vous le méritez mieux, pour, n'est-ce pas, qu'il puisse venir encore une fois de plus éclairer votre lanterne, pourquoi pas, pour que vous puissiez, bien entendu, vous permettre d'être fixé. Toutes vos questions, rassurez-vous-en, seront posées, mais malheureusement ou heureusement, pendant 26 minutes. Monsieur Papi, bonsoir. Bonsoir. À vous, bonsoir et merci de choisir la RTNC de développement et plus particulièrement votre émission, La Vraie Version. La Vraie Version n'est que la véritable version de fait. Pour nous, notre invité nous donne la vraie version. C'est lui qui a une autre version, passez-moi les mots, autre que celle qui est dans notre invité, peut aussi demander, pourquoi pas, de venir donner sa version. Mais jusqu'à présent, la vraie version, c'est celle que donne notre invité sur ce plateau. Et bien entendu, au travers des questions que vous avez posées, vous nous avez demandé de les recevoir encore pour vous, qu'ils puissent vous éclairer. Monsieur Papi, vous vous sentez très bien? Ça va très bien, mais je voulais déjà rendre hommage à votre corporation par rapport aux malheureux événements que nous avons tous vus sur Internet, de votre confrère et collègue journaliste qui s'est fait décapiter dans un des États musulmans, comme on essaie au moins de les appeler. Je pense que la liberté d'expression et la liberté d'exercer la profession des journalistes, presque partout au monde aujourd'hui, est garantie par les différentes constitutions. Donc vous devez exercer votre métier en toute liberté, mais en même temps, vous devez aussi sentir que vous devez aussi considérer le sens d'honneur que vous avez pour n'informer que sur la vérité. Malheureusement, nous avons un communiqué qui est passé hier dans une des chaînes concurrentes de la place où on parlait d'une journaliste qui aurait été détenue illégalement dans les geôles de la garde républicaine à Kantchadj. Vérification faite, c'est encore un montage, un intox. Donc, je pense pas, je ne conçois pas ou je ne comprends pas le métier du journalisme de cette manière. Donc, vous devez exercer votre profession en toute liberté, mais en même temps, ne désinformez pas l'opinion. Monsieur Papi Tamba, tout ce qui touche l'honneur du gouvernement, tout ce qui touche l'honneur de la majorité présidentielle, vous préoccupe au plus haut niveau. Pourquoi? Vous avez dit tout à l'heure, je suis communicateur de la majorité présidentielle. Alors, en tant que tel, je suis dans un rôle. Mais en même temps, vous savez, dans notre pays, vous savez pourquoi Lumumba, nous l'avons perdu, pourquoi Lumumba est mort? Lumumba est mort parce qu'on a monté une histoire sur sa personne. On a des choses qui ne sont jamais établies. Il aurait suffi, dans le contexte de l'époque, qu'on puisse lui attribuer des accointances avec le monde soviétique, c'est-à-dire l'ex-IRSS, pour que cela occasionne ou cela arrive à les conduire jusqu'à sa mort. Donc, Lumumba à l'époque, peut-être n'avait pas des gens comme Papi Tamba pour plaider sa cause publiquement. Aujourd'hui, Joseph Kabila a des gens comme Papi Tamba. Nous pouvons, lorsque c'est la vérité, confirmer des choses, et quand c'est un mensonge, nous pouvons dénoncer cela. Et c'est ce que nous faisons. La vérité pour vous? La révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, aujourd'hui, elle est d'actualité parce que le gouvernement de la République, qui en a l'initiative dans l'esprit de l'article 218, avait déjà siégé le 9 juin 2014 en Conseil des ministres pour parler d'un projet de la révision qui touche notamment 4 ou 5 articles. Ce n'est que pour essayer de suivre les pas et l'évolution pour adapter la Constitution par rapport aux différents projets de loi si les élections déposées par la CENI à la Chambre basse du Parlement. Donc, pour moi, il n'y a rien de... Monsieur Papi Tamba, vous le dites bien, le Conseil des ministres a été siégé, le Conseil des ministres a siégé le 9 juin. Déjà, dernière émission avec vous, des gens se sont posés beaucoup de questions, parmi lesquelles, raison pour laquelle la majorité présidentielle ne veut jusqu'à présent n'est pas respecter les recommandations à l'issue des consultations nationales, entre autres les gouvernements d'union nationale promis par les chefs de l'État, qui tardent jusqu'à aujourd'hui. C'est de l'opposition, et l'opinion dit, écoutez, vous ne voulez pas qu'on ait l'opposition dans la majorité, car vous avez promis le gouvernement d'union nationale pour justement siéger et proposer des choses, parce que dans le gouvernement, il n'y a pas de l'opposition.
Et c'est l'une des raisons pour laquelle on a fait traîner la sortie du gouvernement d'Union nationale promis par les chefs de l'État, justement pour que ceux de sa famille politique puissent faciliter certaines choses, entre autres la révision de la Constitution. N'est-ce pas ça la vérité? Déjà, on n'a pas parlé de gouvernement d'union nationale, on a parlé de gouvernement de cohésion nationale. Cohésion nationale, merci, oui. Ce qui est un mécanisme moderne. Hein? Il n'y a aucune obligation constitutionnelle à le faire, mais c'est un mécanisme moderne que nous voyons sous d'autres cieux, où on essaie de prôner une certaine ouverture. Mais ce n'était pas la seule recommandation ou la seule résolution des concertations nationales. Figurez-vous, il y a eu plus de 228 des mémoires comme ça, je vais dire recommandations, que nous avons faites au chef de l'État. Et le chef de l'État a mis en place, je pense, les 100 premières recommandations qui sont déjà aujourd'hui étudiées et considérées maintenant comment cela doit être pris des faits, appliqué. Les 100 premières recommandations. Maintenant, le gouvernement de cohésion nationale n'est pas une recommandation, n'est pas une... parce que cela serait dommage que ce puisse être une recommandation, ça serait empiéter sur les pouvoirs constitutionnels du chef de l'État. Et nous savons qu'en cette matière, le chef de l'État, bien entendu, a un pouvoir discrétionnaire quant à ça. Donc, maintenant, le chef de l'État l'a promis. Il a réitéré la promesse il n'y a pas longtemps. C'était dans son discours dans le cadre, je pense que c'était le 29 juin. Le 29 juin 2014. Il a réitéré sa promesse. Mais le chef de l'État, même devant les ambassadeurs, quand il les a réunis, il est revenu sur ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce n'est pas un souhait, mais c'est une décision. Et quand vous êtes au sommet de l'État, pour prendre une décision, vous devez considérer un certain nombre de paramètres. Notamment, au moment où nous parlons, nous savons que l'architecture de ce gouvernement que nous attendons tous est déjà quasiment connue en termes de composition. Mais il se pose maintenant un problème d'hommes qui doivent intégrer ce gouvernement. Il se pose un problème de quotas. Maintenant, aller dans l'opposition. Je passe même l'opposition républicaine. Entre ceux-là qui aujourd'hui commencent même à créer des fissures, notamment à cause de ces problèmes de quotas, à cause de ces problèmes de qui on va envoyer au gouvernement. Allez maintenant leur poser la question des dissensions qu'on trouve en interne, ne serait-ce que pour si les acteurs qui doivent essayer d'animer ou d'essayer de rejoindre ces gouvernements au sein de l'opposition, ça pose un problème. Savez-vous combien de listes de l'opposition qui ont été envoyées, mais des listes, je dis bien, qui viennent de tous les côtés, qui ne sont pas harmonisées? Alors, quand on parle d'un gouvernement de cohésion nationale, ça doit être un gouvernement qui doit diviser ou qui doit unir. Et tout ça, quand on est au sommet de l'État, sachant que c'est son pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire aussi un pouvoir pour lesquels on peut rendre des comptes devant le peuple congolais, on ne prend pas de décision à la légère. Donc c'est une décision et il doit considérer ces paramètres ainsi que les enjeux de la mondialisation. Donc le chef de l'État a la répété en disant que cela va se faire. Maintenant, et c'est pour autant dire que ça doit bloquer le bon fonctionnement de la vie politique dans notre pays? Non, nous devons continuer à bouger. C'est bon, continue à bouger parce que le sujet c'est la révision constitutionnelle. Est-elle obligatoire? Quoi réviser dans cette constitution? Parmi les questions que les gens se sont posées. Première question, Papi Tamba, vous êtes de la majorité présidentielle. Quelqu'un a dit, les musiques sur la vraie version, peut-être que vous étiez encore en Europe. Vous ne saviez pas qu'en 2002, c'était votre famille politique, les PPRD, qui, pour ne pas dire, était les seuls partis à demander qu'on puisse aller voter pour oui, en faveur de la Constitution, et les mêmes PPRD aujourd'hui, quelques temps après, qui demandent qu'on révise. N'aviez-vous pas lu la Constitution avant de demander au peuple d'aller voter oui? Ne saviez-vous pas qu'il y avait beaucoup de pièges? Voilà la question que se pose la population. Le réponse quant à ça. Vous savez, les Grecs à l'époque demandaient au Saï Solon de savoir quelle était la Constitution au monde. Il leur a répondu, dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque. Donc, il faut bien comprendre qu'au niveau du PPRD, nous suivons les choses non pas au gré des vagues, mais nous essayons de comprendre le contexte de l'évolution socio-historique, les progrès socio-historiques d'une société. En 2002, 2003, 2004 jusqu'en 2006, les pays étaient dirigés dans un contexte bien particulier. D'abord, 2002, nous étions en pleine tractation, mais de 2003 à 2006, nous étions carrément dans une cohabitation, où nous avons vécu un régime avec un président et 4 vice-présidents, où il y avait pratiquement un mariage.
entre ce que je pourrais considérer comme étant un pouvoir légal qui se trouve au niveau de Kinshasa, mais avec des forces qui venaient des rébellions, ils devaient composer pour pondre un texte. Donc il fallait mettre en place un texte qui doit d'abord apaiser les esprits. On évolue avec son temps. Lorsque vous apaisez les esprits, vous commencez à gérer ces textes. Maintenant soumis devant d'autres réalités, vous ne devez pas tout simplement dire que ces réalités-là ne peuvent pas être prises en compte parce que tenez. Prenons des exemples. Je vais seulement parler des deux cas de figure. Je vais parler des États-Unis d'Amérique. Je vais parler de la France. Les États-Unis d'Amérique ont mis en place un texte constitutionnel qui a aujourd'hui 225 ans. Je dis bien les textes constitutionnels à 225 ans. Savez-vous, après combien d'années les États-Unis d'Amérique sont arrivés à débattre sur, comment on appelle ça, sur l'amendement concernant la limitation du nombre des mandats de chef de l'État? C'est vers 1947, c'est-à-dire après 163 ans. Je dis bien après 162 ans exactement, que les États-Unis d'Amérique ont commencé à débattre. Parce qu'avant cela, nous avons vu des présidents tels que Roosevelt qui ont brigué 4 mandats aux États-Unis d'Amérique. Nous avons vu des présidents qui ont brigué des mandats qui se sont encore représentés et il y a d'autres qui n'ont plus seulement pas eu la caution de leur parti pour se représenter. Mais le 22e amendement est arrivé en 1947. Aujourd'hui, parce que son application ou sa mise en route était destinée en 1951, aujourd'hui, je peux considérer que c'est depuis 63 ans. Vous comprenez? C'est depuis 63 ans aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, pour un texte qui a 222 ans, 225 ans plutôt, ont commencé à vivre sous un nouveau régime en termes du nombre de mandats de chefs de l'État. Mais vous savez ce qui se passe? Il n'a pas fallu qu'on attende plusieurs années. Il y a déjà 2 présidents en exercice qui ont fait tous les 2 mandats, mais qui se sont posés des questions sur l'opportunité de limiter le nombre de mandats présidentiels, notamment le président Bill Clinton, notamment le président Ronald Reagan, qui ne sont pas les moindres comme présidents à l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et beaucoup de penseurs américains aujourd'hui commencent à se poser ce genre de questions s'il faut continuer à les limiter. Là, nous parlons des États-Unis d'Amérique. Alors, vous voulez que les mêmes choses-là reviennent au Congo? Parce que quelqu'un a posé la question de savoir, reconnaissez-vous, parce que vous demandez qu'elle soit révisée la Constitution. Alors qu'en son temps, il y a ceux de l'IDPS, ceux de l'opposition radicale qui disaient « à Lingala, Bate Kimboka ». Et aujourd'hui, vous avez enfin compris qu'il fallait réviser la Constitution. Parce que l'autre fois, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans la Constitution. Reconnaissez-vous, M. Papi Tamba, comme il dit, il avait posé la question, reconnaissez-vous au niveau de la majorité présidentielle, bien entendu, que l'opposition avait raison, que dans cette Constitution, il y avait des pièges et qu'on la Constitution. Non, d'abord parce que quand vous parlez de l'opposition, vous citez l'IDPS, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison parce que la politique des chaises vides n'a jamais eu raison. Non, en termes de constitution, parce qu'hier, avait compris ces pièges que vous décelez aujourd'hui. S'ils avaient des choses à contester et à dire, ils ne devaient tout simplement pas se mettre en marge ou à l'écart. Ils devaient seulement accompagner ces textes comme nous le faisons. Mais nous disons ceci. Nous disons qu'un texte mis en place, c'est un texte qui doit subir ou qui doit connaître aussi son évolution en fonction de l'évolution de la société. Parce que figurez-vous, son juste millier. Figurez-vous, pas en son juste millier. Aujourd'hui, en Irak, je vais prendre un autre exemple, qui est un pays post-conflit. Ils avaient mis en place un texte constitutionnel qui limitait le nombre de mandats présidentiels à 2. C'est en Irak. Mais ce sont les Américains aujourd'hui qui constatent et qui considèrent que s'ils doivent aujourd'hui limiter les mandats de l'actuel président, ça risque de poser des problèmes. Contre l'avis de l'actuel Premier ministre, ils créent des concertations avec l'actuel pouvoir, des mécanismes pour propulser son 3e mandat. C'est en Irak, un contexte d'après-guerre. Les textes évoluent avec son temps. En France, pour la Constitution de la 2e République, la 5e République, mise en place en 1958, il aurait fallu en 50 ans, il aurait fallu attendre 50 ans, c'est-à-dire en 2008, pour que le président Sarkozy vienne clairement dans la Constitution, initier une révision constitutionnelle pour limiter le nombre de mandats présidentiels à 2. Mais vous savez ce qui s'est passé en 1981. En 1981, le président Mitterrand arrive au pouvoir. Un président de la gauche. Il est resté au pouvoir pendant 14 ans. Pendant 14 ans, il en est parti de 1995. Tout le monde sait qu'il avait encore la possibilité de briguer un 3e mandat parce que les textes constitutionnels ne l'interdisaient pas, mais ça faisait 3 ans qu'il avait lutté contre la maladie et le poids de la vieillesse. Voilà la raison fondamentale pour laquelle il ne l'a pas fait.
Aujourd'hui, Angela Merkel en Allemagne, aujourd'hui en Allemagne est en phase d'aller vers son 3e mandat. Si ce n'est pas déjà qu'elle est dans le 3e mandat. Donc, nous ne devons pas penser que la RDC se trouve en Jupiter ou la RDC se trouve je ne sais pas dans quelle planète. C'est bien sur la planète Terre. Okay. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un 3e mandat présidentiel pour le chef de l'État. Nous parlons d'un nouveau mandat. Et un nouveau mandat n'est pas un 3e mandat. Ça veut dire. Non, s'il vous plaît, c'est sérieux. L'émission, c'est la vraie version. Donnez la vraie version. Oui, oui. Un second, pas un 3e mandat, mais un second mandat. Ce n'est qu'un jeu de mots. Allez-y. Allez-y. Ce n'est pas un jeu de mots parce que l'esprit de l'actuelle Constitution, voudrait qu'après 2 mandats présidentiels, qu'on ne puisse pas avoir la possibilité de réformer l'article 220. Parmi les dispositions, c'est que les mots, aujourd'hui, nous utilisons les mots verrouillés. Envisager la refonte de l'article 220 aujourd'hui, c'est un coup de force. Et ce coup de force-là, c'est là que les gens peuvent considérer que ça devient la dictature. Mais considérer que les textes montrent ses faiblesses, pour que ces textes soient rangés au profit d'un nouveau texte, ça crée un nouveau paysage politique. Et pour ce nouveau paysage politique, moi je plaide pour la majorité, que le nouveau candidat de la majorité soit encore Joseph Kabila pour plusieurs raisons. C'est pourquoi je dis que la décision appartenait au peuple. Donc moi, je plaide pour une 4e République. Et une 4e République, aujourd'hui, parlerait non pas d'un 3e mandat, mais d'un nouveau mandat. Donc nous ne sommes pas dans cette logique de parler du 3e mandat. Et pour que nous puissions faire un passage en douceur sur le peuple